Chapitre 1. Quand le silence révèle la vérité cachée. Ose plonger au cœur de toi-même. Je t'invite à fermer les yeux un instant, ou à laisser ton regard se perdre au loin, comme on regarde une mer calme avant l'aube. Il y a une qualité du silence qui n'est pas simplement absence de son, mais présence d'une vérité plus ancienne que le tumulte. Ce silence se déploie en couches. Il porte des images, des impressions, des craintes qui n'osent pas exister au milieu du bruit. Respire, sens ce vide qui n'est pas vide, mais espace possible où la conscience se reconnaît. La neuroscience moderne a montré que lorsque nous cessons d'agir et que nous restons en retrait, un réseau particulier du cerveau s'éveille, le réseau en mode par défaut, découvert par Marcus Raichle et ses collègues. Ce réseau est lié à la rêverie, à la mémoire autobiographique et à la construction du moi. C'est dans ce salon intérieur que se tiennent souvent nos histoires les plus tenaces. Mais le silence offre l'opportunité d'observer ces histoires sans les alimenter, comme regarder des nuages sans s'y accrocher. Imagine une caméra qui glisse lentement le long d'un couloir sombre et entre dans une pièce où un cœur hésite. La lumière filtre et révèle des vieux tableaux, des notes froissées, des noms que l'on croyait oubliés. Dans ce plan rapproché, tu te regardes tel que tu es, sans artifice. Le calme te donne la permission de voir ce qui se cache derrière les performances, derrière les masques que l'on porte pour être aimé ou accepté. La pratique contemplative, étudiée par des neuroscientifiques comme Richard Davidson, montre que la méditation régulière modifie la réactivité de l'amygdale et renforce les connexions préfrontales responsables de la régulation émotionnelle. Ce que dit la science, simplement, c'est que le silence cultivé n'est pas passivité, il est entraînement neuronal. Il permet au cerveau de recabler, de remettre en ordre des priorités qui autrement restent noyées sous l'urgence. Et toi, que se passerait-il si tu écoutais sans chercher à réparer ? L'histoire humaine est jalonnée de retraites silencieuses. Les moines du désert, les ermites bouddhistes, les mystiques chrétiens, tous ont compris que le retrait du monde est un laboratoire de vérité. Dans ces chambres sans écho, des révélations surviennent, non pas comme des oracles lointains, mais comme des repositionnements intimes. Le silence oblige à rencontrer la responsabilité de son propre regard, à distinguer la voix de la peur de celle du désir authentique. La physique quantique, dans sa perplexité, nous rappelle aussi quelque chose d'analogique. Le simple fait d'observer change ce qui est observé. L'expérience de la double fente illustre que la présence d'un observateur transforme la manifestation. De manière métaphorique, lorsque tu observes ton monde intérieur dans le silence, tu deviens l'agent qui modifie la trajectoire de tes pensées. Ce n'est pas mysticisme vide, mais une invitation à exercer la conscience comme instrument. Écoute les petites tensions dans ton corps, un nœud à l'épaule, une mâchoire serrée, une respiration superficielle. Ces indices corporels racontent des histoires anciennes. La psychologie somatique nous rappelle que le corps garde mémoire. Le silence, en réduisant la surcharge extérieure, rend perceptibles ces signaux. Et là, dans cette écoute, tu peux poser une main sur ce qui souffre et dire « Je te vois ». Ce geste est le premier acte de guérison. Quelles voix intérieures réclament aujourd'hui d'être entendues sans jugement ? Je voudrais te parler d'une image, un lac fiché au petit matin. La surface immobile renvoie exactement ce qui se tient au-dessus. Si le vent vient, les ondulations brouillent le reflet. Le silence, c'est l'eau qui redevient miroir et qui permet de distinguer nettement ton propre visage au-delà des ombres. Ce processus demande courage et douceur. Courage pour accepter ce que l'on découvre, douceur pour ne pas se punir de l'ancien. À l'intérieur de toi, il y a une intelligence plus vaste que les récits de peur. Les études sur la plasticité cérébrale montrent que même des schémas ancrés peuvent être transformés par l'attention répétée. Chaque moment silencieux devient une goutte d'eau qui creuse la pierre. Le changement se fait discrètement, presque imperceptiblement, puis il révèle une continuité qui semblait impossible. Je te propose un acte simple et radical à la fois. Choisis un lieu où le monde paraît lointain, assois-toi, ferme les yeux et permets au silence d'installer son ordinaire. Observe sans intervenir. Accueille les images, les phrases, les sensations.
Ne fais rien d'autre que tenir un espace de présence. Commence par 5 minutes, puis la pratique peut s'étirer comme une rivière qui reprend son lit. Qu'est-ce qui, dans ton silence, attend d'être libéré pour que tu puisses marcher plus léger? Il y a une vérité. Est-ce que lorsque tu es libre et inclément, tu n'es pas des pensées. Tu es l'observateur des pensées. Cette séparation ouvre la possibilité de choisir autrement. Et choisir autrement, c'est réorganiser ton monde intérieur, puis extérieur. Oser plonger au cœur de toi-même, c'est accepter d'être à la fois vulnérable et puissant. C'est la promesse que dans l'éloignement du bruit, tu trouveras non pas une réponse unique, mais une conversation continue qui te guidera vers la richesse véritable, celle qui naît du besoin profond avec toi-même. Laisse le silence t'enseigner ce que les mots n'osent pas dire. Et quand tu te lèveras, fais-le avec une intention nouvelle, une clarté qui viendra de l'intérieur. Malnilam. Chapitre 2. Le pouvoir secret de la pensée. Construire ta réalité consciente. Il y a un matin où tout bascule doucement. Une lumière pâle traverse la fenêtre et tu te surprends à écouter le rythme de ta respiration, comme si chaque inspiration pouvait sculpter le monde. Ce silence a une texture, on dirait le froissement d'un vieux film, projeté en ralenti. Dans ce silence, une vérité commence à se faire sentir. La pensée n'est pas seulement un écho interne, elle est vertu et outil. Elle trace des voies invisibles dans le cerveau et parfois dans l'espace entre les choses. Imagine des neurones qui s'allument comme des lucioles dans une nuit d'été, leurs étincelles se liant par des ponts de calcium et d'ions. Hebb l'a résumé sobrement il y a des décennies. Les cellules qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Ce principe simple est le fil d'Ariane de la neuroplasticité. En 2004, une équipe menée par Dragonsky a montré que le cerveau change physiquement quand on apprend quelque chose d'aussi banal que jongler. La matière grise se restructure, s'épaissit, s'organise. Cela signifie que penser, répéter, visualiser, c'est littéralement remodeler la cartographie de ton esprit. Et pourtant, remodeler n'est jamais un acte magique, c'est un travail patient et obstiné. La neuroimagerie moderne parle d'un réseau sombre et lumineux à la fois. Le réseau en mode par défaut, ce théâtre intérieur où se construit l'histoire de soi. Lorsque nous méditons ou que nous orientons consciemment notre attention, des études d'imagerie fonctionnelle, comme celle menée par Brewer et Hall en 2011, montrent une diminution d'activité de ce réseau, une baisse du bavardage intérieur, moins de rumination, plus de présence. La pensée choisie écarte le voile du conditionnement. Maintenant, lentement, considère l'idée que la pensée a aussi un rapport avec l'intention. Les sportifs de haut niveau utilisent l'imagerie mentale pour répéter des gestes, et des méta-analyses comme celle de Driscoll et Hall indiquent que la visualisation améliore la performance, parfois presque autant que la pratique physique. Le cerveau ne distingue pas toujours parfaitement la différence entre l'action imaginée et l'action vécue. En répétant une scène intérieure, tu entraînes les circuits comme si tu avais agi. Et si la physique quantique entre dans la salle, elle le fait en murmurant des vérités étranges. Le célèbre double slit montre que l'observation change les résultats au niveau subatomique. Mesurer, c'est intervenir. Attention toutefois à ne pas jeter ce phénomène quantique sur le monde macroscopique sans finesse. Les interprétations abondent, mais il est incontestable que, au fond, la relation entre observateur et observé est plus subtile qu'on ne l'imaginait. Ton regard transforme ce qu'il fixe, parfois littéralement, parfois métaphoriquement. La psychologie nous rappelle aussi que croire a des effets tangibles. Le placebo, documenté depuis décennies, n'est pas une superstition. Il provoque de véritables modifications physiologiques. Depuis les premières analyses cliniques du milieu du XXe siècle jusqu'aux recherches contemporaines sur la neurobiologie de l'efficacité perçue, il est clair que l'attente, l'intention et la confiance modulent la douleur, l'humeur, le système immunitaire. La pensée oriente un terrain biologique. Respire. Et dis-toi que cette puissance de la pensée ne te rend ni tout puissant ni exempt de réalité. Elle te rend responsable. Chaque image répétée, chaque récit intérieur alimente des réseaux, attire des comportements, façonne des relations. Les croyances limitantes, ancrées par des années de répétition, oppriment comme des racines serrées autour d'une fondation. Elles réclament d'être regardées, déracinées, remplacées par fleurs et par voix nouvelles. Au milieu de cette connaissance, il y a une pratique simple et sacrée, l'intention posée avec clarté. Elle commence par une phrase intérieure juste, une image précise, une émotion ancrée dans le corps. Les neuroscientifiques savent aujourd'hui que l'émotion colore la mémoire et renforce l'apprentissage.
Une intention accompagnée d'une excitation douce devient une cartographie prioritaire pour le cerveau. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie alignée sur la conscience. Que veux-tu faire naître quand tu laisses ta pensée travailler pour toi plutôt que contre toi? Construire, c'est un acte progressif. Commence par de petites expériences. 1 minute de visualisation claire chaque matin. Un énoncé d'intention que tu répètes comme on plante une graine. Observe les signes minuscules. Une idée qui s'ouvre, une rencontre qui s'ajuste, une porte qui se décale. La science te dira que les probabilités changent quand le comportement change. Chaque pas préparatoire modifie la trajectoire. Mais il faut aussi accepter l'imperfection. La neuroplasticité est un allié patient, pas un instrument instantané. Les anciens schémas ne disparaissent pas d'un coup, ils se désamorcent. Libet, avec ses expériences sur le potentiel de préparation, a mis en lumière des mécanismes. L'intention consciente se greffe sur des processus déjà amorcés dans le cerveau. La conscience dialogue avec des couches profondes et parfois antérieures. Cela demande humilité. Et toi maintenant, quelle image veux-tu introduire dans le réseau de ton esprit pour les mois à venir? Quand tu t'autorises à penser autrement, tu crées un nouveau champ d'action. Ce champ réorganise non seulement des connexions internes, mais aussi ta manière d'attirer et de répondre au monde. Le récit conscient devient une main qui façonne la glaise. Tu n'annules pas les circonstances, mais tu changes la façon dont elles résonnent en toi. À mesure que ta pensée devient intention, la réalité s'aligne par des ajustements subtilement orchestrés. Chapitre 3. Embrasser l'incertitude. Le pont entre la peur et la liberté. Je vous invite à imaginer une vieille passerelle suspendue au-dessus d'une vallée brumeuse. Un pont de bois qui vibre sous le pas, des câbles qui chantent au vent, et de l'autre côté, une lumière douce qui semble attendre. Vous êtes au milieu du tablier, le cœur battant, les mains agrippées à la rambarde. Ce que vous ressentez maintenant a un nom ancien et puissant, l'incertitude. Elle est à la fois menace et promesse. Elle sculpte nos nuits et décide de nos matins. La peur survient comme une alarme millénaire. Elle mobilise l'amygdale, cette petite structure au cœur du cerveau qui signale le danger. Des études d'imagerie fonctionnelle montrent que lorsque le cerveau fait face à des événements imprévisibles, l'amygdale et l'insula s'activent, créant tension et vigilance. Le neuroscientifique Dean Mobbs et ses collègues ont mis en évidence que l'incertitude engage des circuits de prédiction et de correction d'erreurs, des mécanismes qui ont longtemps servi à notre survie, mais qui aujourd'hui amplifient souvent l'angoisse au lieu de guider l'action. Sur ce pont, la peur parle fort. Elle vous rappelle les chutes possibles, les erreurs passées, les regards qui jugent. Pourtant, à 5 pas, un autre réseau se met en jeu, le cortex préfrontal, maître de la régulation, capable d'apaiser l'amygdale, d'évaluer, de planifier. Des recherches en psychologie montrent que la tolérance à l'incertitude se renforce par l'entraînement, par l'exposition progressive et par des pratiques qui cultivent la présence. Des études longitudinales sur la méditation, comme celle de Sarah Lazare et d'autres équipes, montrent des changements structurels et fonctionnels qui améliorent la résilience émotionnelle. La liberté commence peut-être au point où nos circuits apprennent à différer la réaction automatique et à choisir la posture créative. Le pont que vous traversez n'est pas seulement une image personnelle. Historiquement, embrasser l'incertitude a permis des sauts gigantesques. Pensons aux marins de l'âge des découvertes qui mettaient le cap sur des océans inconnus sans garantie de retour. Frank Knight, économiste du début du XXe siècle, a distingué le risque mesurable de l'incertitude profonde qui ne se laisse pas réduire à des probabilités. Ce saut dans l'inconnu, explique Knight, est souvent la source de l'innovation la plus radicale. Le pont entre peur et liberté est ainsi encoché par l'histoire humaine, par notre capacité à hausser sans toute la carte en main. Il y a aussi une métaphore tirée de la physique quantique qui murmure à cet instant. La notion d'indétermination de Heisenberg nous apprend que niveau fondamental, observer modifie l'objet observé. Avant la mesure, les particules existent dans un nuage de possibles. Quand nous choisissons d'ouvrir les yeux sur notre vie, quelque chose de semblable se produit. L'acte d'engagement actualise une réalité parmi plusieurs. Embrasser l'incertitude, c'est accepter que le futur existe en superposition de chemins. La liberté naît du courage d'effectuer la mesure. Respirez. Sentez le plancher sous vos pieds qui grince. Quelle est la petite chose que vous pouvez faire aujourd'hui pour avancer d'un pas sur ce pont? Avancer ne veut pas dire inconsidération. C'est une danse entre préparation et lâcher prise. Les militaires, les explorateurs, les entrepreneurs ont appris à planifier en intégrant l'incertitude, scénarios multiples, simulations, marge d'erreur. Dans la science comportementale, le concept de simulation mentale permet de réduire l'angoisse anticipatoire en habituant le cerveau à plus d'options. De la même façon, la thérapie d'exposition et les pratiques cognitives visent à réduire l'évitement et à renforcer la confiance d'agir malgré le doute.
Vous n'avez pas besoin de tout savoir pour commencer. Vous avez besoin de muscles psychiques, flexibles, entraînés, qui acceptent la tension entre peur et désir. Le pont demande aussi une narration personnelle différente. Si votre histoire dit que l'incertitude est votre ennemi, elle vous fera reculer. Si votre récit l'accueille comme enseignante, vous apprenez à lire les courants de peur sans vous y noyer. La neuroplasticité nous le rappelle, le cerveau se réorganise selon les récits que nous répétons. En réécrivant doucement la voix intérieure, en la nourrissant de curiosité plutôt que de condamnation, vous faites naître de nouveaux trajets neuronaux qui favorisent l'audace mesurée. Fermez les yeux un instant et imaginez la lumière de l'autre côté plus près qu'elle ne l'était. Quel souvenir allez-vous remplacer pour permettre ce pas en avant ? À la fin du pont, il y a une petite plateforme. Ce n'est pas une destination finale, mais un point d'observation. De là, vous verrez que la liberté n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à agir avec elle. Les grandes décisions de vie, les transformations créatives, les amours vrais, s'appuient souvent sur cette ambivalence tenue. L'histoire et la science convergent. L'incertitude est un terrain fertile, pas un vide à craindre. Avant de poser le pied sur la dernière planche, prenez un instant pour reconnaître ce que la peur vous a protégé d'être et ce qu'elle vous a empêché de devenir. Quels petits risques sont aujourd'hui des grands pas vers la personne que vous désirez être. Al-Nilam vous accompagne de l'autre côté du pont. Nul besoin d'effacer la peur. Invitez-la, observez-la, laissez-la vous tenir compagnie pendant que vous choisissez. La liberté n'est pas l'effacement des ombres, mais la danse avec elle, la conscience que vous pouvez continuer malgré la foi qui murmure ce qui pourrait mal tourner. Avancez, pas après pas, et transformez l'incertitude en matière première pour bâtir la vie qui vous attend. Chapitre 4. Reconnexion essentielle. La puissance du moment présent. Je t'invite à fermer les yeux un instant. Respire lentement, comme si chaque inspiration était une vague qui remonte vers la surface, comme si chaque expiration déposait un caillou au fond d'un lac profond. L'air entre et sort. Le monde semble se ralentir autour de toi. Et pourtant, tout devient plus net, plus intense. Je suis Al-Nilam, et je vais marcher avec toi à travers ce chapitre, comme on marche au bord d'un fleuve, attentive aux reflets, aux pierres, aux murmures. Il y a des instants qui ressemblent à un écran qui s'éteint brusquement. Et soudain, les couleurs du quotidien apparaissent avec une clarté qui surprend. Ces instants appartiennent au présent. Ils sont la base sur laquelle se construit toute transformation intérieure. Les penseurs antiques le savaient déjà. Marcus Aurelius écrivait que l'instant présent est tout ce que nous possédons réellement. Les méditants bouddhistes l'ont cultivé pendant des millénaires. Aujourd'hui, la science confirme que cette attention au présent n'est pas un luxe contemplatif, mais une capacité modifiable du cerveau. Les neurosciences nous apprennent que notre cerveau n'est pas figé. La plasticité cérébrale signifie que les circuits se sculptent avec nos habitudes d'attention. Des études d'imagerie fonctionnelle, comme celle menée par Judson Brewer et ses collègues en 2011, montrent que la pratique régulière de la pleine conscience diminue l'activité du réseau neuronal par défaut, ce qui correspond à moins de rumination et à une présence plus stable. Une autre recherche menée par Mrazek et son équipe en 2013 a mis en évidence qu'un entraînement attentif de quelques semaines améliore la mémoire de travail et réduit l'errance mentale, avec des bénéfices concrets sur la performance cognitive. Imagine maintenant une scène. Tu es assis au bord d'une fenêtre. La pluie tambourine doucement. Une tasse de thé fume entre tes mains. Un enfant rit au loin. Le son traverse la pièce et devient musique. Si tu te laisses glisser dans ce petit espace entre deux pensées,
tout change. Les perceptions se densifient. Tu entends le son d'un grain. Tu sens la texture du thé. C'est dans ces fragments que la vie se révèle la plus vraie. Tu te rends compte que le futur ne peut pas exister sans cet instant précis d'attention. Quel est l'instant auquel tu refuses encore d'accéder, parce que tu le crois trop simple pour être puissant? La physique quantique nous propose une image qui résonne avec cette idée. L'expérience des fentes de Young, revisitée à l'échelle quantique, montre que l'observation influe sur le résultat. On ne doit pas tirer des conclusions mysticatives, mais il est poétique et pertinent de constater que la réalité apparaît différemment selon la manière dont nous la regardons. Le rôle de l'observateur n'est pas seulement conceptuel. Il invite à reconnaître que notre attention participe à la composition de notre expérience. Quand tu es présent, tu deviens co-créateur du moment. La présence modifie aussi le corps. Des programmes basés sur la réduction du stress par la pleine conscience, développés par Jon Kabat-Zinn, ont montré des diminutions mesurables du cortisol et des améliorations de la régulation émotionnelle. Les praticiens rapportent une meilleure résistance face aux événements perturbateurs. Cela n'est pas magique. C'est neurobiologie appliquée. Des réseaux se désactivent, d'autres se renforcent. Et progressivement, la manière dont tu habites tes émotions change.
Chapitre 5. Guérir les blessures invisibles. La clé de la paix intérieure. La pièce est sombre, et pourtant il y a une lumière qui ne vient ni du soleil, ni d'une lampe. Cette lueur vient d'un souffle que l'on croyait perdu, d'un souvenir qui se calme enfin. Je suis Al-Nilam, et je voudrais marcher avec vous à travers ces espaces intimes où se nichent les blessures invisibles, ces cicatrices qui ne saignent plus, mais qui tirent sur le tissu de notre vie, altérant nos choix, notre appétit, notre confiance. Il existe des blessures si subtiles qu'on les confond avec de l'habitude, une colère qui devient caractéristique, une peur qui se masque en prudence, une tristesse qui s'installe comme une maison. La neuroscience nous apprend que le cerveau est sculpté par ces expériences répétées. Les études sur l'enfance adverse, comme l'enquête pionnière d'Adverse Childhood Experiences par Felitti et collègues en 1998, montrent que les traumatismes précoces augmentent significativement le risque de maladies chroniques, de dépression et de comportements à risque à l'âge adulte. Ce n'est pas une sentence, c'est une carte, et une carte peut être lue et redessinée. La clé de cette guérison commence par nommer ce qui n'a pas de voix. Reconnaître la fatigue émotionnelle qui vit dans votre poitrine. Décrire la blessure sans l'agiter. Il y a une méthode douce pour cela. Observer sans jugement, comme un scientifique qui prend des notes sur la météo intérieure. Les recherches de Richard Davidson et d'autres ont montré que la méditation et l'attention pleine réduisent l'activité de l'amygdale, la zone du cerveau liée à la peur, et renforcent les réseaux préfrontaux associés à la régulation émotionnelle. Cela signifie que la paix intérieure n'est pas un mythe mystique, mais une capacité entraînable. Prenons une pause. Respirez avec moi. Qu'est-ce qui, en vous, attend seulement d'être entendu pour commencer à guérir ? Chapitre 6. L'éveil de la richesse intérieure, ton voyage vers la lumière. Al-Nilam. Je t'invite à fermer les yeux un instant et à respirer avec lenteur. Sens la pièce autour de toi comme une scène qui se met à lumière, comme un film qui commence par un souffle. Le réveil de la richesse intérieure n'est pas un éclair soudain, mais une suite de plans rapprochés, de détails simples qui composent une image plus vaste. Tu es la caméra et le protagoniste. Tu es aussi le spectateur qui apprend à voir autrement. Imagine marcher sur un chemin ancien. Les arbres retiennent des mémoires. La terre garde des traces de pas qui furent tenaces et incertains. Chaque pas est un petit acte d'abondance. Attention à ta respiration, reconnaissance pour un objet, pour une voix. La richesse intérieure naît de ces gestes répétés qui transforment la structure même de ton cerveau. Comme le montrent les travaux de Sarah Lazar et son équipe à Harvard, la méditation régulièrement pratiquée est associée à une augmentation de l'épaisseur corticale dans les zones liées à l'attention et au traitement sensoriel. Ce n'est pas de la magie, c'est neuroplasticité. Tu peux modeler des circuits. Et pourtant, la route est faite d'ombres et de déclins. Il y aura des fragments de doute, des craintes anciennes. Viktor Frankl a montré par son histoire et sa pratique clinique
que trouver un sens, même dans la privation la plus extrême, transforme la souffrance en ressource. La richesse intérieure se construit comme une cathédrale, brique après brique, aux heures où la fatigue semble immobile. Les pensées renégociées, les petites habitudes de gratitude, la manière de se parler à soi sont les mortiers qui soudent ces pierres. Prends un temps pour contempler ceci. Que veux-tu vraiment nourrir en toi, au cœur de tes jours? Le cinéma de ton esprit suit des règles invisibles, la répétition, la narration, la mise au point. Les neuroscientifiques comme Richard Davidson ont documenté comment la pratique méditative augmente la réactivation des circuits de l'affect positif et diminue la réactivité de l'amygdale, siège de la peur. Cela veut dire que la richesse intérieure n'est pas uniquement une sensation mystique, elle a des corrélates mesurables. La pratique transforme la chimie de ton organisme, la conscience du présent réoriente la mémoire, la peur perd de son empire. Tu n'effaces pas tout passé, mais tu changes la distance qui te sépare de lui. Sur le plan plus audacieux, la physique quantique nous enseigne quelque chose de poétique et profond. L'expérience de la double fente et les vérifications des inégalités de Bell par Alain Aspect et ses successeurs montrent que l'observation affecte le système observé. À un niveau symbolique, ta présence consciente modifie la nature même de ton monde. Ce n'est pas un raccourci mystique qui annule la rigueur scientifique, mais une invitation à reconnaître que la perception contribue à la réalité. Si ton attention est dirigée vers l'abondance, quel genre d'interaction commencera à surgir autour de toi? Arrête un moment, écoute le murmure de tes pensées, et demande-toi, quel regard veux-je poser sur ma vie pour accueillir davantage de lumière? La transformation s'opère dans la répétition, oui, mais aussi dans l'alignement, action cohérente avec valeur. Abraham Maslow avait décrit la réalisation de soi comme un sommet accessible quand les besoins fondamentaux sont réglés. Pourtant, la vraie richesse intérieure se situe parfois bien au-delà des checklists. Elle est cette capacité à choisir la compassion face à la frustration, l'enthousiasme face à la routine, la patience face à l'obstacle. Elle se nourrit d'exercices simples. Écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque soir. Marcher sans téléphone pendant 15 minutes. Offrir un geste sans attente. Ces gestes sont les scènes quotidiennes qui éclairent la trame de ton film. Maintenant, imagine que tu te tiens au bord d'un lac à l'aube. L'eau est immobile, le ciel se colore. La surface renvoie une image, mais aussi l'espace entre l'image et l'observateur. La richesse intérieure est cet espace, ce silence fertile où germent les intentions. Les neurosciences nous disent que des changements durables surviennent quand on exerce ce silence. La connexion entre régions préfrontales et circuits émotifs se renforce, donnant plus de recul et moins d'impulsivité. Je te propose une question pour terminer ce chapitre. Une question qui viendra avec toi comme un talisman. Quelles petites actions, répétées chaque jour, pourraient éclairer ta vie d'une lumière nouvelle et durable? Tu n'as pas besoin d'une révélation spectaculaire. Tu as besoin d'une présence patiente, d'une curiosité tenace. Ton voyage vers la lumière est une suite de commencements. Marche doucement, note les fragments de joie, prends soin de ton corps comme de ton esprit, rends hommage à tes progrès. Dans les archives de l'histoire, des sages et des scientifiques se rejoignent. La transformation est possible, mesurable et humaine. Elle commence aujourd'hui, ici, avec ton souffle et ta volonté. Al-Nilam te laisse avec une dernière image, la lumière qui traverse une fenêtre, projetant sur le sol la carte d'un monde à découvrir. Choisis de marcher dans cette carte. Choisis la lumière.